Bonjour, je m'appelle Lola, j'ai 7 ans, je suis en CE1 avec ma copine Clémence. J'ai un gros chat qui dort tout le temps et qui s'appelle Mimi. Avec mon papa et ma maman et mon grand frère Martin, on est partis en vacances. Depuis, je suis fatiguée. Je dors beaucoup comme Mimi. J'ai même plus envie de jouer avec Clémence ou Martin. Ça va faire longtemps maintenant, ça va faire beaucoup de dodo. Du coup, avec papa et maman, on est allé voir beaucoup de docteurs. Ils étaient toujours habillés tout en blanc et parlaient avec des mots compliqués. Ma maman m'a dit qu'aujourd'hui, j'ai un rendez-vous important avec un docteur spécial. J'ai compris que j'étais beaucoup malade. Le docteur, il m'a dit que j'allais avoir plein de médicaments et de piqûres. J'ai peur que ça fasse mal parce que je n'aime pas ça. Je suis triste parce que papa et maman ont pleuré. Je crois que c'est de ma faute. Ils m'ont dit que j'allais beaucoup à l'hôpital. Mais ça veut dire que je ne vais plus voir Mimi? Est-ce que j'irai plus à l'école? Suite à nos différentes rencontres, famille, oncopédiatre, infirmière puéricultrice, on retient que les multiples consultations d'annonces sont des temps qui sont préparés à l'avance, car c'est le moment où la vie des parents et enfants va être bouleversée. La première consultation consiste en l'annonce du cancer de l'enfant et dure peu de temps, car sous le choc de l'annonce, les parents ne sont généralement plus en capacité d'entendre d'autres informations. C'est pour cette raison que les annonces suivantes sont consacrées aux informations plus précises sur le type de cancer, le pronostic et les propositions de traitement suite au bilan d'extension. Le contenu de chaque consultation et les moments où elles sont réalisées varient d'une situation à l'autre, car les soignants ont pour objectif de s'adapter au mieux au rythme des parents dans leur situation singulière. L'enfant est présent ou non aux consultations d'annonce en fonction de son âge et de sa maturité. Généralement, les adolescents et jeunes adultes entre 15 et 25 ans sont présents et reçoivent les mêmes informations que leurs parents. Pour les enfants de moins de 15 ans, ce sont plutôt les parents qui décident s'ils souhaitent qu'ils soient présents ou s'ils préfèrent leur annoncer eux-mêmes. Les valeurs primordiales pour les soignants sont l'empathie, le non-jugement face aux réactions des parents, qui peuvent être l'agressivité ou bien les pleurs, la disponibilité et l'humanité. À l'hôpital, on me fait beaucoup de piqûres, ça fait mal et je prends plein de médicaments pour guérir. En plus, à cause des médicaments, je suis très fatiguée et j'ai même plus envie de manger. Même les bonbons de mamie. Parfois le matin, quand je me lève, il y a plein de cheveux sur mon oreiller et sur mon doudou. Je me sens très fatiguée. Et puis j'ai mal. Du coup, je vais voir une dame très gentille qui vient discuter avec moi et qui me fait des massages. Ça fait du bien. C'est tout calme avec elle dans la chambre. Elle va aussi parler avec mes parents, mais ils disent des choses un peu compliquées. Maman dit qu'elle va leur expliquer les trucs secondaires de mes médicaments et leur donne des conseils. La socio-esthéticienne peut intervenir à l'hôpital, à domicile ou à son cabinet à la demande de l'équipe ou du patient. En effet, elle travaille en collaboration avec l'équipe soignante et plus particulièrement le médecin, les infirmières, la psychologue, les aides-soignants ou éducateurs spécialisés. Lors de ses prises en soins, elle se centre sur 3 thématiques: le corps, l'image de soi et les effets secondaires des traitements. Ainsi, elle propose des soins de mains, de pieds et du visage, des massages ou encore de la relaxation. En ce qui concerne l'image de soi, elle met en place des temps de maquillage, de nouage de turban ou d'épilation. Elle explique les effets secondaires des traitements et apporte des conseils sur les produits pouvant être utilisés. Sa mission d'éducation auprès des parents est majorée lorsqu'il s'agit d'enfants de moins de 12 ans. Les infirmières, elles sont trop cool. Avant de me faire les piqûres, elles me montrent comment elles font sur une poupée. Comme ça, j'ai moins peur. Et même que dans les poupées, il y a des plumes et je peux dessiner dessus. Après, je peux la garder car les infirmières, elles disent que j'ai été très courageuse. Ça m'arrive aussi d'aller voir une dame qui chante. Maman dit que c'est une psychologue et j'écoute de la musique avec elle. J'aime bien, ça me détend et en plus, ça me fait oublier que j'ai mal. L'autre jour, la psychologue m'a dit que des fois, il y avait des chiens qui venaient avec nous pendant qu'on avait nos chimios, les médicaments qui me font vomir et perdre mes cheveux. J'aimerais bien, moi, aller dans cet hôpital où il y a des animaux. Ça serait vraiment chouette. Ça m'aiderait à avoir moins mal. Au travers des 3 interventions, nous avons pu nous rendre compte qu'il existait différents outils de médiation, tels que la musique, l'animal, le jeu, le livre, les arts plastiques ainsi que les poupées plumes.
La psychologue, également musicothérapeute, nous a fait part que le but premier est de s'adapter à l'enfant en lui laissant le choix de l'objet qui servira de médiation. Les outils vont permettre d'analyser et de comprendre ses ressentis tout en l'aidant dans sa future prise en charge. L'infirmière, grâce à des objets de médiation tels que la poupée plume, explique le soin sur la poupée, les différents examens médicaux et détourne l'attention de l'enfant lors des soins douloureux. En vue des conséquences psychologiques possibles entraînées par le cancer, l'animal peut être utilisé pour apaiser et détendre les personnes soignées, notamment les enfants atteints d'un cancer. Dans ce sens, la médiation n'est pas utilisée seulement chez les enfants et peut donc s'adapter à différents publics. Papa et maman, ils sont toujours avec moi, même quand je suis malade et que je suis à l'hôpital. Et quand ils veulent se reposer, ils vont dormir dans une petite maison à côté de l'hôpital. Comme ça, si j'ai très très mal, ils peuvent venir rapidement. Souvent, quand ils sont malheureux, l'infirmière, elle va les voir. Ils parlent longtemps ensemble. Martin, lui, il est content. Il va tout le temps chez papy et mamie. Mais il vient aussi quand même me voir après l'école et le samedi et le dimanche aussi. Au cours de nos différents temps, nous avons compris que la famille tient une place très importante dans l'accompagnement de l'enfant cancéreux. Des structures sont à leur disposition pour favoriser leur confort dans l'accompagnement, comme par exemple la maison des parents, souvent à proximité des hôpitaux. Elles ont pour but de permettre aux parents de se reposer et se ressourcer dans une ambiance chaleureuse. Elles restent dans un esprit de cohabitation, favorisant l'autonomie et l'indépendance. Nous avons également compris que la maladie impactait autant la famille que l'enfant. Mais il existe une solidarité entre les différents parents d'enfants hospitalisés. Ce matin, j'ai rencontré le maître de l'hôpital. J'aime bien l'école. Il vient dans ma chambre et on travaille. Il dit que ma copine Clémence, elle fait les mêmes exercices que moi à l'école. Des fois, je vais dans la salle de classe avec les autres enfants et on travaille ensemble. J'aime bien. Ça me fait des nouveaux copains. Aujourd'hui, je rentre à la maison. Je dis au revoir à tout le monde. C'était quand même bien l'hôpital. Je me suis fait plein de copains. Je suis dans la même chambre que Fanny. J'aime bien parler avec elle. Elle comprend tout ce que je dis. Depuis que je suis rentrée à la maison, j'ai retrouvé Martin et Mimi. En plus, il y a même une maîtresse qui vient. Elle dit que c'est en attendant de retourner dans mon école. Il y a une autre dame qui vient aussi. Elle est trop gentille. C'est une infirmière. Elle a dit que bientôt elle aura plus besoin de venir chez moi, que c'était super. J'ai quand même un peu peur de retourner à l'école. En plus, mes cheveux, ils ont encore pas repoussé. Et les autres, ils vont se moquer de moi. Mais ma maman, elle a dit qu'il y a des messieurs qui vont venir dans mon école pour expliquer à mes copains pourquoi j'ai plus de cheveux. Ces temps nous ont permis de comprendre la complexité de la mise en place du relais hôpital-maison. Ainsi, les enseignants assurent la continuité de la scolarité de l'enfant et assurent un lien social avec l'école d'origine. Les cours peuvent être individuels ou en groupe en salle de classe. Ceux-ci sont adaptés au rythme de l'enfant, à l'évolution de son état de santé, à son niveau de fatigabilité. L'école fait partie intégrante du parcours de soins de l'enfant. Des associations comme le SAPAD et le SAZAD permettent des interventions au domicile et d'autres qui ont pour but d'expliquer la maladie de l'enfant à sa classe. Un coordinateur assure le lien avec la famille, l'administration, le médecin scolaire et les professeurs. Tout cela dans le but de mieux préparer le retour en classe de l'élève. Aussi, les infirmières libérales effectuent les soins de l'enfant, mais prennent en compte également l'aspect psychologique de la maladie, tant avec l'enfant qu'avec sa famille. Elles effectuent le relais entre l'hôpital et la maison, puisqu'elles prennent contact avec l'hôpital d'origine afin de prendre des informations quand elles en ont besoin. Elles rentrent dans l'intimité de la famille et sont des personnes ressources pour celle-ci. Elles peuvent également accompagner la famille dans l'accompagnement de la fin de vie de l'enfant. C'est trop cool. Je retourne plus à l'hôpital et l'infirmière, elle vient plus chez moi. J'ai plus besoin des piqûres et en plus j'ai même plus mal. J'ai même le droit de partir en vacances à la mer avec Martin, mon papa et ma maman cet été. C'était trop cool d'être à la maison et de partir en vacances. Clémence, elle a pu venir jouer avec moi. Mais maintenant, je suis encore fatiguée.
Alors ma maman, elle a dit qu'on devait retourner voir un docteur. Il a dit qu'on arrêtait les piqûres et les médicaments qui font perdre les cheveux. Papa et maman, ils font que de pleurer. Et matin, il me fait plein de câlins. Tout le monde me dit qu'il m'aime très fort et j'ai le droit de manger plein de bonbons. Moi, j'ai bien compris que je vais plus guérir et que je vais rejoindre papy dans les étoiles. N'existant pas de service de soins palliatifs pédiatriques, l'équipe mobile apporte une ressource auprès des enfants, des parents et des services en demande. Ils nous ont partagé leurs valeurs qui sont l'authenticité, la spontanéité et la disponibilité. Dans les soins palliatifs, rien n'est figé, tout se passe dans la singularité et l'adaptation de la situation. L'équipe mobile joue un rôle dans l'évaluation de la douleur, dans l'évaluation psychologique, dans la prise en compte des souhaits et projets de vie de l'enfant afin de répondre à tous ses besoins. L'accompagnement peut se poursuivre après le décès de l'enfant, en fonction des demandes des parents et de leur cheminement à travers le processus de deuil. Grâce au soutien des professionnels et des familles, notre vie connaît beaucoup moins de tempêtes intérieures et de colère, même s'il persiste des moments difficiles. Je réalise que le chemin se poursuit sereinement.